Monique Sassier, qui a beaucoup marqué, elle aussi, profondément marqué la médiation, est présente. Je la remercie. Et je lui ai demandé si elle voulait bien réagir. 20 ans, c'est l'âge de l'avenir. Ce n'est pas l'âge de regarder le passé, c'est l'âge de se demander ce que l'on fait demain. Et pour ce faire, j'ai tâché de rassembler mon réseau de neurones de ce matin et de vous dire ce que j'ai retrouvé et ce qu'on pourrait imaginer. Ce que j'ai retrouvé, c'est l'attente forte par rapport à la médiation. Et malgré tout, une adhésion à la définition de ce qu'est la médiation. C'est un processus volontaire. Autrement dit, ce n'est pas un processus qui s'impose. La médiation, c'est aussi un signe d'alerte pour l'institution. Il ne faut pas le négliger. Et je dirais que parfois, il suffit de quelques situations individuelles. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir 50, 100, 200. Quelques situations individuelles retracent ou indiquent un problème collectif. Et que parfois, dans la médiation, c'est ça qu'on y apprend, par exemple, c'est que la solution d'un problème n'est pas forcément en face le problème, mais ailleurs. Et qu'il faut à la fois travailler sur le sujet qui nous est proposé par la personne ou par l'administration, et puis travailler aussi sur l'ailleurs, c'est-à-dire probablement sur le collectif. Je pense qu'un des avenirs, pour vous qui restez médiateur, c'est effectivement la prise en compte des conflits collectifs dans les institutions, dans les écoles, qui ne peuvent pas être résolus forcément, pas toujours, mais forcément, simplement en interne. Et cette dimension-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est attendue. Elle n'est pas facile. Elle va supposer des formations, elle va supposer de se mettre en ordre de marche, mais en tout cas, elle est attendue et elle viendra compléter la dimension personnelle, individuelle de la médiation. Ce matin, M. Vieillorca nous parlait de la complexité de la vie collective, de la prise en charge des victimes, et il nous disait, au fond, la médiation, c'est une des rares choses que je dirais de la journée, la médiation, c'est plus que la médiation. La médiation, c'est aussi une institution. Je pense que ce sujet-là mérite une réflexion permanente. Oui, bien sûr, nous souhaitons que la médiation soit reconnue. Et ce point de vue, dans une institution, la reconnaissance, c'est l'institution. Bien sûr que nous le souhaitons. Et en même temps, attention, elle doit garder une totale indépendance. Elle doit garder une totale maîtrise des outils qu'elle utilise. Or, l'outil qu'elle utilise, j'entendais tout de suite, c'est éminemment le dialogue. Ce n'est pas les dispositifs. Donc, cette réflexion sur médiation, institution est importante. Et elle suppose donc une déontologie de la médiation. Elle suppose qu'on soit bien clair sur le fait que la relation, c'est le dialogue. Et je donnerai un exemple de ce que j'ai fait depuis 2 ans, enfin j'ai fait pendant 1 an et demi, à la demande de la rectrice de Créteil, à l'époque, époque pas si vieille d'ailleurs. Elle m'avait demandé de mettre en place un comité de déontologie professionnelle pour l'Académie de Créteil. Et quand je lui ai demandé, mais d'où vient donc cette idée ? Elle m'a dit, mais c'est aussi le travail des médiateurs qui ont une éthique, qui ont une déontologie. Et je voudrais qu'on en tire des conclusions, qu'on mette en place un travail de réflexion au sein de l'Académie sur la déontologie professionnelle, comité qui fonctionne toujours et que vous avez accepté de faire démarrer pendant 18 mois. Donc je pense que l'avenir aussi est de réfléchir en termes éthiques. La médiation, c'est un processus éthique. Et donc, un jour, nécessairement, il faudra aller au-delà. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, le ministère ira au-delà de la seule expérimentation de Créteil sur la déontologie professionnelle, qui est vraiment un axe important, une des conclusions, je dirais, de la médiation, une de ses raisons d'être. Aujourd'hui, la reconnaissance de la médiation ne fait plus de doute, mais en plus, il y a eu toute la journée une bienveillance. Mais peut-être que c'est l'inverse finalement. Peut-être que c'est la bienveillance du médiateur qui lui vaut reconnaissance. Parce que ça doit être une de ses qualités. C'est-à-dire considérer chaque personne, quelle que soit la situation qu'elle expose, et quand bien même cette situation ne relève pas de la médiation,
elle doit être considérée avec bienveillance. C'est le seul moyen, je dirais, de pouvoir travailler. Sur cette évolution des sujets collectifs, on l'a vu ce matin sur le numérique. À la fois, c'est une démarche individuelle de formation de tous les agents, mais en même temps, c'est un changement de fonctionnement de l'institution. Donc, il faudra faire la part du feu entre ce qui relève de la formation qui doit être faite et qui réglera le problème, ou de la méconnaissance, et puis ce qui relève du changement institutionnel. Donc, mais pour cela, il faut s'équiper, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut se former à ce travail sur les conflits collectifs. C'est plus difficile que les situations individuelles. Il faut travailler à plusieurs. Il faut en effet avoir confiance, et une confiance réciproque. Et par exemple, dans le dossier préparatoire, qui est remarquablement fait d'ailleurs, on se demande à un moment du dossier si le numérique est un frein ou une aide. Eh bien, je dirais que pour le médiateur, ça n'est ni un frein, ni une aide, c'est un fait. Le médiateur, il ne porte pas de jugement sur le sujet. Mais cela suppose en effet que, puisqu'il est un fait, on va voir que l'issue de cette situation-là, ce n'est pas de travailler nécessairement seulement avec l'administration, c'est de faire cohabiter l'administration et la personne, et de faire que cette cohabitation crée une forme d'imagination qui remplit cette cohabitation. Parce que si les textes existants, si le droit avait permis de résoudre la situation, on ne l'aurait pas. La médiation ne serait pas saisie, ce serait réglé. Eh bien, au-delà du droit, au-delà de la loi, la médiation a son rôle à jouer de façon imaginative et pas nécessairement qui se substitue. Et sur cette cohabitation, d'ailleurs, qui serait importante à regarder, je me disais, en lisant le dossier encore, qu'une idée pourrait être la mise en place d'un baromètre parce que le baromètre, il indique le mouvement. C'est différent du thermomètre. Il indique le mouvement, et un baromètre avec des critères qui seraient objectifs, évidemment, sur le déploiement de ce numérique, et en même temps sur des critères humains qui seraient remplis effectivement par RH et par la médiation. On note aussi une forte augmentation des saisines relatives à la vie scolaire. Je voulais l'évoquer parce qu'on en parlait, le double en 5 ans. Et cette table ronde, elle a montré la complexité. Comment c'est difficile de faire des réponses coordonnées et comment la médiation pour les pairs est un des éléments d'avenir, en effet. Elle a démarré il y a quelques années avec Idana Prousse à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu du mal à l'époque à la faire reconnaître comme utile. C'était très bien dit, la médiation par les pairs suppose une formation, une attention particulière, ça peut déraper très vite. Je pense que l'avenir, ce serait qu'elle soit pilotée ensemble avec la mission contre les violences, que la médiation pilote la partie contenue de la médiation, c'est-à-dire être médiateur, ça répond à des critères, ça répond à une façon de faire, ça répond aussi à une évaluation éventuellement. Et quand elle s'applique aux violences et au harcèlement, c'est évidemment la mission qui a compétence. Et ce double pilotage, ou piloter ensemble plutôt, serait nécessairement porteur de progrès, porteur de réassurance et porteur aussi d'engagement pour les associations qui peinent sur ce domaine. Donc, et elle montre bien d'ailleurs que dans des conflits, ou dans des risques de conflits, ou dans la prévention des conflits, notamment dans le primaire, c'est bien l'exemple même où on traite le sujet collectivement alors qu'il se pose individuellement. C'était lumineux. Quand on le regarde avec ces lunettes-là, c'était lumineux dans ce qu'elle nous expliquait. L'avenir, c'est aussi sans doute de restaurer les conditions de l'équilibre entre le désir individuel et le rôle des institutions. Notre société promeut une sorte d'individualisation forcenée, permanente, dans tous les domaines. Si tel est le cas, il faudra bien rééquilibrer les fonctionnements. Et les atouts de la médiation sont nombreux.
D'abord parce qu'elle a une connaissance fine, très fine, des situations particulières à travers les réclamations qui sont faites auprès des médiateurs académiques ou de l'équipe nationale. Mais elle a aussi sa limite, c'est si jamais, dans ce fonctionnement, elle risquait de se faire instrumentaliser. Donc la médiation, c'est une relation équitable, c'est une relation éthique, je le disais tout à l'heure. Et je voulais vous lire une phrase d'un intervenant lors du colloque il y a 10 ans. « Un service doit respecter la loi générale abstraite et ne perçoit pas que son application aveugle puisse être ressentie comme une injustice. Face à un système profondément égalitaire, le médiateur défend l'équité, ce qui n'est pas contradictoire, mais au contraire enrichit l'égalité. » Le recteur, c'est là l'égalité, en 2 mots, et l'égalité, L'. Le médiateur, nous dit-il, c'est la légitimité, l'équité quant à la nature de son action. Cet intervenant, c'était le recteur de Créteil de l'époque, Jean-Michel Blanquer, qui avait montré une conscience aiguë, parfaite, de l'écart entre égalité et équité, entre l'égalité pour tous, c'est-à-dire l'application de la même loi pour tous, et les effets, parfois problématiques, que fait l'application de cette loi pour tous dans l'égalité. L'espace du médiateur, c'est l'espace de l'équité. Et c'est pour ça que je ne doute pas que les comités de déontologie professionnelle ou les comités d'éthique, voire un comité d'éthique national, entre parenthèses, nous sommes la seule grande administration à n'en avoir pas. Même le Quai d'Orsay en a, doit pouvoir y arriver. Un mot sur la médiation préalable obligatoire. L'essence même de la médiation, c'est d'être un processus volontaire avec un tiers neutre. Là aussi, il serait intéressant d'avoir un baromètre, mais surtout d'interroger les personnes qui sont entrées dans ce processus de médiation obligatoire qu'ils ne souhaitaient pas forcément, avant de s'engager dans une généralisation. Je dirais que c'est un problème d'identité à ce moment-là, pour la médiation qui est ouvert là. Et donc, il faudra être vigilant. Moi, je n'ai pas d'opinion sur ce qu'il faut faire dans l'avenir. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il faut le regarder avec toutes les interrogations qu'il faut avant de le généraliser. Il faut aussi considérer que le temps est nécessaire à la médiation. Dès lors qu'on est encadré par des temps judiciaires, on est dans un autre schéma. Et donc, si ce n'est pas un processus volontaire, dans ce cas-là, c'est plutôt une conciliation. Le conciliateur a une possibilité d'émettre un avis. C'est même pour ça qu'on fait appel à un conciliateur. Il faudra voir si effectivement, dans le périmètre de la médiation, entre en tant que telle la conciliation, qui effectivement trouve sa place à ce moment-là dans la médiation préalable obligatoire. Et je dirais que c'est un peu au terme de ces années aussi de regard à l'extérieur, je pense qu'il fait la force de la médiation, c'est que quoi qu'il en soit, le requérant reste une personne. Ce n'est pas une situation individuelle, ce n'est pas un individu. Et aujourd'hui, je dirais même au-delà, en disant que quand on discute avec un service sur la solution d'une difficulté, eh bien, la personne avec qui on parle, c'est aussi une personne. Ce n'est pas seulement un représentant de l'institution. Ce n'est pas forcément, comme disait le recteur Blanquer, l'application dans l'égalité, avec le terme de l'égalité L', pour tous, quelles que soient les conséquences. Et donc, il faut regarder ce sujet avec attention et garder à l'idée que, quoi qu'il en soit, le requérant est une personne. La médiation, c'est apprendre à écouter. Ce n'est pas comme la classe où c'est écouter pour apprendre. La médiation, c'est un dessin qui se fait, où on regarde le dessin pendant qu'il se fait et le dessin terminé. C'est ce chemin-là. Ce n'est pas un acte administratif. C'est un dessin qui se fait où l'on regarde le chemin pour dessiner, on regarde le dessin final et on regarde le dessin proposé. Et peut-être avant de répondre à d'autres questions, je dirais pour terminer
qu'un des éléments majeurs que j'en retire, c'est celui-ci. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors, allons plus loin, faisons le choix d'aller plus loin avec nos partenaires, d'abord pour qu'ils intègrent ce qu'est la médiation, pour que la médiation ne soit pas citée comme un mot générique, utilisé partout. Il faut que les fonctions, les limites, les atouts les uns des autres soient reconnus. Par exemple, il est tout à fait important de travailler, en effet, avec la mission qui s'occupe des violences, qui travaille, elle, sur les dispositifs, tandis que vous autres médiateurs travaillez sur ce dialogue et sur cette compréhension de la difficulté. Parfois, comprendre la difficulté suffit à la résoudre, si jamais la compréhension est d'ordre empathique, si jamais la compréhension est d'ordre bienveillante, et non pas régler à tout prix une situation. Et puis, quand j'ai eu fini d'écrire mes quelques pages, je naviguais sur le site du ministère et je suis tombée sur la création, enfin la mise en place des consultations citoyennes sur l'Europe. C'est pour dire que tous les encouragements sont de notre côté. Elle aura lieu le 10 octobre, demain, à partir de 12h. C'est à l'Amphi Poincaré. C'est M. Ruskin, qui est un éminent personnage de l'Europe, qui crée un atelier qui s'appelle « Comment remettre l'humain au cœur de l'Europe ». Eh bien, c'est exactement la fonction des médiateurs et il ne faut pas en bouger. Bon courage.